Tout de suite, magazine. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous, c'est ce magazine qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer librement, sans tabou. Aujourd'hui, nous parlerons du test électrophoreuse. Idéal à quel moment? Bienvenue à tous. Les amis, dites-moi, surtout les hommes, hein, comment faites-vous avant de courtiser une femme? Vous tenez compte de quoi? Qu'est-ce qui vous attire? Et qu'est-ce qui vous fait peur? D'accord, merci beaucoup. Déjà, je suis Kadimo Lajoie, étudiant en L1 de l'IFASIC, actuellement UNISIC. Déjà, merci pour la question, Madame Astrid. Moi, je pense que, premièrement, quand on courtoie une fille, ce qui nous plaît beaucoup plus, c'est l'apparence. On voit beaucoup plus l'aspect extérieur. Voilà pourquoi les hommes, quand ils sont à côté des femmes qui ne sont pas belles, généralement, ils ne s'approchent pas. Mais moi, personnellement, ce qui me fait peur, c'est souvent les caractères des femmes. Parfois, je me dis, quand j'essaie de m'imaginer que demain, je vais me marier, et en voyant tout ce que les femmes font et qui m'énerve vraiment, parfois, j'ai peur de me marier. Parfois, j'ai même peur de me marier. Et tant mieux rester comme ça, célibataire, que se marier. Merci. Un autre homme qui veut réagir? Merci Madame Astrid pour l'accord de la parole. Moi je suis Mafouta Guy, étudiant à l'IFASIC L1. Déjà, pour répondre à votre question, il faudrait dire que généralement, actuellement, des hommes pour côtoyer des femmes, ils voient l'aspect extérieur, comme l'a dit mon ami. L'intérieur, parfois, nous est difficile à détecter. Avec les missions... Déjà avec les mots... Déjà avec nos jeunes actuels, leurs intérêts en poursuivant des femmes, c'est d'abord le corps. Quand je parle du corps, je vois le sexe qui attire tous les hommes actuellement. Il est difficile à un homme de pouvoir choisir une femme et vivre avec elle pendant longtemps et surtout faire un chemin d'ensemble, une route d'ensemble pour un avenir meilleur. Il est parfois très difficile actuellement. Bonjour à tous. Merci Madame Astrid de m'avoir accordé la parole. Je suis Emerson Ngoma, étudiant à l'INISIC ex-IFASIC. Je suis en L1 LMD. Généralement, et moi personnellement, moi-même, je suis attiré par une femme, premièrement par le physique, l'aspect extérieur. Quand je vois une fille jolie, belle, directement je suis attiré. Et quand nous approchons de la fille, nous les garçons personnellement, nous ne doutons pas de l'aspect intérieur, donc nous partons directement chez la fille, nous disons par exemple tu nous plais et tout, donc tu vois un peu. Et au fil du temps, quand peut-être la fille pourrait elle accepter d'être en couple avec toi, c'est au fil du temps que vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez voir son aspect intérieur et vous allez comprendre tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle n'aime pas. Et c'est ça un peu ce que j'allais dire. Madame, quand un garçon vous court après, un homme vous court après, qu'est-ce qui vous pousse à dire oui? Vous tenez compte de quoi exactement? Et vous avez peur de quoi vous aussi? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis Clara Bonquete, étudiante à l'IFASIC. Parle un peu fort. Pardon. Je suis étudiante à l'UNISIC, l'ex-IFASIC. Moi, personnellement, ce qui m'attire, c'est la présence. Quand je vois sa présence, la présence de l'homme qui m'approche, après là, je pourrais voir sa façon de penser. Là, je vois son intelligence. C'est ce qui m'attire.
Oui. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup pour la parole. En fait, je suis Agnès Ngalula, étudiante à l'IFASIC en L1, LM2. Pour donner un peu mon point de vue concernant la thématique, je dois d'abord dire ceci. Quand moi je m'approche auprès d'un homme, ou soit si un homme m'aborde, je dois d'abord voir d'abord son physique. Parce que s'il est boité, jamais je ne vais pas accepter. Les boités n'ont pas de chance. Non, ils se marient, boité, c'est une non, pas. ça. Il y a beaucoup de filles pour les boiter, mais de mon côté, pas une boité. Hein. Excusez-moi d'abord. Les boités qui me suivent, excusez-moi. Et aussi les albinos, non. Donc, de mon côté, je vais d'abord voir le physique de l'homme, son apparence, s'il est beau. Ok, je vais l'approcher. Et aussi, après ça, je vais voir son comportement. Parce que s'il n'est pas de bons comportements, ça ne sera pas possible que je marche ensemble avec lui. À part son comportement, je vais voir son intérêt. Il est venu chez moi pour quel intérêt? Parce que il y a beaucoup d'hommes qui s'approchent. Les autres peuvent s'approcher pour les désirs humains, sexuels. Les autres peuvent aussi venir pour le futur, donc le mariage et tout. Donc, de mon côté, je ne sais pas si je suis cas particulier. Je ne sais pas s'il y a aussi les gens qui vivent comme moi, là, c'est pas. Mais à retenir de mon côté, que je vois d'abord le physique de l'homme et les autres choses après. Avez-vous déjà entendu parler du test et de l'électrophorose? Oui, maintes fois. C'est quoi? Bon, d'après mes explications, je peux dire ceci. Le texte consiste à deux partenaires de s'examiner avant le mariage. Donc, supposons que c'est toujours moi. Avant le mariage, je dois aller me tester, accompagné de mon partenaire, pour savoir réellement nos groupes sanguins, si ça marche de pair, si on peut se marier, si on peut faire... je peux dire quoi? Si on ne peut pas faire les enfants SS à la longue. Mais j'ai beaucoup de questions là-dessus. Okay. Supposons, quelqu'un d'autre pourra répondre. Supposons que quand vous venez de dire, vous vous accordez déjà, vous vivez ensemble, et vous découvrez à la longue que vous deux, vous êtes AS. Quelle sera votre réaction? Ok, merci pour la parole. Moi, c'est Consola Tampangui, étudiante à l'UNISIC du niveau L1B LMD. D'abord, c'est là, en sachant déjà que mon partenaire est atteint, bien il est anémique, AS. Lorsque nous appartenons déjà dans de mêmes classes de SS, nous avons cette, je peux dire ça, ces symboles de S dans nos sangs. D'abord, c'est une mesure de prévention. On est déjà prévenu, qui nous dit peu importe l'amour que nous avons, on ne peut pas continuer. Donc, on doit arrêter, rompre la relation. Madame Devon n'est pas d'accord. Prenez le micro s'il vous plaît. Prenez le micro s'il vous plaît. C'est toujours mademoiselle Agnès Ngalula. De mon côté, je refuse parce qu'il y a de ces gens-là qui sont anémiques, AS, et puis ils sont capables aussi de donner naissance à un AS aussi. Ce n'est pas seulement le SS. De mon côté, si je suis en relation avec un homme AS, moi AS, je ne sais pas à quoi c'est bon de se séparer. Hein. C'est pour cela. Les hommes, réagissez, s'il vous plaît. Donner le micro à la dame. Elle a raison, pourquoi? Merci pour la parole. Je suis Loris Lembe, étudiante de l'IFASIC en L1. Je dirais ceci. Il est toujours possible de consulter un professionnel de santé, de consulter un professionnel de santé puis il va vous orienter ce que vous pouvez faire. Il y aura des soins appropriés, voilà.
Mais déjà au départ, vous savez que vous êtes AS, qu'il y a la possibilité d'avoir de SS. Mais vous acceptez de continuer ensemble avec espoir d'avoir des AS, mais vous n'avez pas peur d'avoir des SS. Les hommes? D'accord, moi je pense que c'est un sujet important. Et puis là, on est devant des alternatives. Puisque de l'autre côté, nous voyons l'amour. Et de l'autre côté, nous voyons que nous risquons de donner naissance à un SS. Et donc, si l'amour est tellement grand, parce que rien ne peut arrêter l'amour sans le laisser. Si l'amour est tellement grand que, parce qu'un SS, c'est aussi un être humain, et si il poursuit des soins appropriés, il peut toujours tenir en vie. Je ne sais pas si le docteur qui est là va me contredire. Mais moi, je pense que si l'amour grandit déjà, atteint son état de maturité, je pense que ce sera mieux de continuer avec votre vie, mais si l'amour n'a pas encore grandi... Passez le micro, ce monsieur qui est où, quoi. Voilà, merci beaucoup pour le droit du verbe. Madame, moi je suis Miséricorde et je suis déjà dans le monde professionnel. Je suis journaliste et stagiaire quelque part. Et par rapport à la thématique et par rapport au point où nous sommes arrivés, moi je dirais, lorsque l'amour règne, les enfants ne peuvent pas être les occasions de notre séparation faite. Donc les enfants ne peuvent pas être les occasions de notre séparation. Je parle, hein, je parle en tout cas, et j'écris haut. Donc lorsque nous sommes déjà fondés par l'amour, parce qu'au départ, quand l'enfant d'autrui me refusait, j'étais tombé amoureux de l'enfant d'autrui, mais l'enfant d'autrui au début me disait non, je ne te veux pas, je refuse tes consorts. Et j'ai insisté, l'enfant d'autrui me dit oui, je lui ai amené à un point où nous donnons tous le vrai amour. Et on me dit que je suis AS, il est AS, il a possibilité de faire. Qu'est-ce qui dit que, bon, bien sûr, il a possibilité, mais qu'est-ce qui nous rassure que réellement les enfants, Dieu peut faire autre chose aussi. On a dit ce qu'on ne vient pas. Hein, Dieu peut agir aussi autrement en tout cas. Merci. La question, c'est d'abord de savoir, est-ce que les tests étaient, et c'est du nouveau ou c'est un test qui existait déjà depuis longtemps? Comment se mettre en couple alors ça passait par ce test-là? Alors si c'est le cas, personnellement, moi je jugerais bon qu'on se sépare, il y a risque de mourir. Merci pour la parole. Moi c'est Daniel Olawale, étudiant à l'IFASIC L1. Alors c'est facile d'agir de manière rationnelle quand on n'est pas encore tombé amoureux. Vous savez, il y a un philosophe qui dit le cœur a des raisons, l'amour a des raisons. Voilà, c'est... Ouais, le cœur a des raisons que la raison elle-même ignore. Alors je pense que quand l'amour a déjà atteint son paroxysme, je pense que forcément, dans tous les cas, ils vont se décider. Moi, personnellement, je me déciderai de continuer tout en étant conscient de ce qui m'attend. Parce qu'en réalité, j'ai toujours pensé que la relation entre mari et femme est la plus haute relation qui peut exister, avec ou sans enfant. Parce que d'ailleurs, dans la Bible, on peut remarquer que la première relation qui existait, c'est la relation entre mari et femme, pas entre père et fils. Voilà, donc du coup, voilà ma réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous avons sur ce plateau un expert au nom du docteur Valérie Chiaba, qui est mieux placé pour nous donner plus d'explications par rapport à cette thématique. Bonjour docteur. Bonjour Madame Astrid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi ce test d'électrophoreuse, c'est ça quel objectif? D'accord, merci en tout cas pour l'invitation et pour ces merveilleux thèmes que nous partageons aujourd'hui. Compte tenu de la réponse de nos amis, je comprends vraiment qu'il y a nécessité de parler de cela, parce qu'il y a certaines choses peut-être que certains ignorent. Déjà le test d'électrophoreuse, ou plus précisément le test d'électrophoreuse de protéines, parce qu'il y a quand même une petite nuance. C'est un test biologique qui permet d'identifier et d'analyser les protéines contenues dans un certain liquide. Et dans notre cas ici, c'est les protéines contenues dans le sang. Parce que le sang, comme nous savons, c'est ce qui permet au corps d'être nourri, c'est ce qui permet au corps et aux cellules de se régénérer, ainsi de suite. Donc le sang, il est très important. Et dans ce sang-là, nous avons les cellules sanguines que nous connaissons, le globule rouge, le globule blanc, les plaquettes et tout. Et dans le globule rouge, il y a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est cette protéine qui permet la fixation de l'oxygène, qui permet notamment aux cellules de fonctionner.
Alors, lorsque cette hémoglobine est déficitaire ou lorsque cette hémoglobine est malade, ça donne certaines maladies, notamment la maladie dont on évoque ici, la drépanocytose, l'anémie SS, comme on l'appelle. Donc, ce test-là, ça permet donc d'identifier un peu le type d'hémoglobine qu'il y a dans le globule rouge, hein, pour essayer un peu de faire simple. Et on parle de AS, AA, SS. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est en bonne santé ou qu'il y a plus de risques entre le AA, les AS et les SS? D'accord. Comme je dis, ce type d'hémoglobine qui est l'hémoglobine normale, dans son état normal, il est appelé hémoglobine A. On écrit souvent on l'écrit souvent HBAA pour dire que c'est l'hémoglobine normale de toute personne normale. Mais cette hémoglobine peut être pathologique à 50%. Et dans ce cas, on parle de l'hémoglobine AS. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, la personne n'est pas totalement malade, elle est semi-malade. Et généralement, quand on est AS, les symptômes de la maladie ne sont pas très manifestes, d'où la personne est un peu comme tout le monde. Et il y a la troisième situation où la personne est malade, où son hémoglobine est S. Donc nous avons l'hémoglobine A, qui est l'hémoglobine normale, l'hémoglobine AS, qui est l'hémoglobine semi-normale ou semi-malade, et puis l'hémoglobine S, qui est l'hémoglobine malade. Ils ont dit tantôt qu'ils suivent le physique sans tenir compte de la santé faite de la personne intérieure. Est-ce qu'il y a des signes visibles pour savoir que telle personne est anémique, telle personne est AS, surtout parce qu'anémique, on peut peut-être avoir des signes palpables parce qu'on sait que la personne est malade, mais quand quelqu'un est AS, est-ce qu'on peut voir à l'œil nu que cette personne est anémique ou AS? Oui, il existe des signes, mais ça dépend de la prise en charge de la personne. Parce que quelqu'un qui est AS ou même qui est SS, compte tenu de la manière dont elle est prise en charge, elle peut manifester plus de signes ou moins de signes. Mais effectivement, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est SS, il y a des signes qui sont palpables. On peut par exemple remarquer qu'il y a une jaunisse au niveau de l'œil pour certains. On peut par exemple remarquer que ces personnes-là, souvent, elles sont assez maigres, elles prennent rarement du poids. Et même dans la vie quotidienne, ces personnes-là ont souvent des douleurs au niveau des articulations, certaines choses de ce genre. Donc il y a des signes comme ça qui peuvent nous indiquer que la personne est malade. Merci docteur, vous avez assez parlé, on a entendu. Sinon moi j'aimerais un peu savoir du test de l'électrophoreuse. Est-ce une nouveauté ou il existait déjà depuis longtemps? Si c'est le cas, comment justifier les couples déjà en union? Est-ce qu'il y a risque ou il y a possibilité que l'union soit dissolue? D'accord, merci pour la question. C'est un test qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un test qui se faisait depuis longtemps. Seulement qu'avec le développement de la science, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un problème, en fait, qu'il y a problème d'information. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la bonne information. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas cette information-là. On peut même remarquer que lorsqu'on a posé la question de savoir, lorsqu'on est intéressé par quelqu'un dans le deux sexes, c'est plus l'extérieur qui nous intéresse. Alors qu'on est censé passer toute la vie avec cette personne-là, et on est censé produire des générations futures, donc on est censé avoir des enfants. Parce que même quand la Bible parle du mariage, il dit « soyez féconds ». Donc on est appelé à être fécond. Donc ça serait quand même imprudent de se limiter juste à l'aspect extérieur. Et compte tenu que du fait qu'aujourd'hui le taux des personnes anémiques ou des personnes AS ont augmenté sur ces dernières années, c'est alors pourquoi on a commencé à insister sur cet élément-là, que les gens puissent prendre ces informations afin d'éviter et de réduire ce taux-là qui ne cesse que de croître. Merci docteur. Oui. Docteur, j'aurais une question. Est-il possible d'avoir plusieurs enfants avec une personne anémique, ou par exemple vous aurez le premier fils qui est AS et l'autre qui peut être en bonne santé? Est-il possible que cette possibilité ait lieu? Oui, en fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que lorsqu'un enfant naît, l'enfant reçoit les gènes de ses parents. Il reçoit 50% des gènes de la maman et 50% des gènes du papa. Et cette réception, elle s'est faite de manière arbitraire, ou bien elle s'est faite selon les lois de la probabilité.
Donc ce n'est pas quelque chose qu'on sait calculer pour dire que à la première grossesse, tu auras un AS, à la deuxième, tu auras un S. C'est vraiment de la probabilité. Donc on ne sait pas calculer ça. C'est pour cela que nous, en médecine, on est contre les unions de personnes AS. Parce que vu que c'est une probabilité, si vous avez 5 enfants, il se peut aussi que vous ayez 5 enfants ASS. Ça peut arriver. On a connu des couples comme ça. Tout comme si par chance, si on peut le dire comme ça, vous pouvez peut-être avoir 50 enfants SS et 50 AS. Alors vu que c'est une probabilité et que c'est très risquant, on préfère carrément proscrire ces genres d'unions. Merci pour la parole. Ma question c'est de savoir quels sont les différents types de malades de l'électrophorèse. J'ai pas bien compris la question. Ma question c'est de savoir quels sont les différents types de malades de l'électrophorèse. Maladie. Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Déjà, l'électrophorèse, c'est un examen. C'est un examen qui permet de diagnostiquer la maladie. Alors peut-être si la question c'est celle de savoir quels sont les examens qui peuvent être diagnostiqués à partir de cet examen. Quelles sont les maladies qui peuvent être diagnostiquées à partir de cet examen. Je pense que c'est ça la question. D'accord. Comme je dis, c'est un examen qui permet d'identifier la nature de l'hémoglobine. Or, l'hémoglobine peut être déformée dans le cas de la drépanocytose. On parle même de maladie falciforme parce qu'au lieu que le globule rouge ait la forme circulaire, elle a une forme un peu comme une banane, d'où la déformation. Là, dans ce cas, on est dans la drépanocytose. Mais il peut y avoir que l'hémoglobine est produite en faible quantité ou bien n'est pas synthétisée normalement. On peut avoir d'autres types de maladies, comme par exemple la déficience en G6PD, comme par exemple la sphérocytose, qui sont des maladies liées aussi au globule rouge et à sa protéine. Donc il y a d'autres maladies aussi. Ok, merci pour la parole. Docteur, ma question est de savoir quels sont les risques et les avantages de réaliser ces tests. En partant du fait de comment ces tests se déroulent d'abord, est-il douloureux? D'accord. Déjà, je tiens à rassurer que ce n'est pas un test douloureux. On va juste faire un prélèvement sanguin, comme on le fait pour la goutte épaisse, ainsi de suite. Et puis après, on va aller au laboratoire, le mettre pour le diagnostiquer. J'aimerais préciser quand même une chose ici. J'ai entendu quelqu'un tantôt parler de ce test qui s'est fait quand on est en couple ou bien à deux. Ce n'est pas le cas. Pour faire un test d'électrophorèse, vous n'avez pas besoin d'être à deux. Tu peux aller seul à l'hôpital, demander qu'on te fasse un test d'électrophorèse et on va te donner ton état. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'une femme drépanocytaire peut espérer avoir des enfants dans la vie? Si oui, combien, par exemple? Oui, une femme drépanocytaire peut avoir des enfants. Elles en ont d'ailleurs, on en connaît beaucoup. Seulement que généralement, on limite les naissances, au fait. Généralement, on s'arrête même à 1. Dans des rares cas, peut-être si la femme est vraiment désireuse, on peut arriver jusqu'à 2. Mais généralement, on s'arrête à 1. Pourquoi? Parce que lors de l'accouchement, généralement, les femmes saignent beaucoup. Que ce soit par voie basse ou par césarienne, il y a beaucoup de saignements. Alors, le problème avec la drépanocytose, c'est que le malade ou la personne qui souffre de cette maladie a un globule rouge qui vit en moyenne 15 à 20 jours. Alors que chez les personnes normales, elle vit pendant 120 jours. Ce qui fait que l'hémoglobine d'une personne drépanocytaire ne sait pas se régénérer au moment opportun. D'où, en cas de saignement, lorsqu'elle perd beaucoup de sang, l'organisme ne sait pas compenser cette perte-là. Parce que physiologiquement, même lorsqu'on se blesse, l'organisme a un mécanisme de compensation pour éviter qu'on perde tout le sang. Mais dans le cas de la drépanocytose, la malade qui est drépanocytaire, ce mécanisme-là est perturbé du fait de la faille du globule rouge. D'où on évite un peu trop de grossesse. L'espérance de vie pour les drépanocytaires? Ça dépend de pays déjà. Ici, c'est assez différent qu'à l'étranger. Parce que ça dépend aussi de la prise en charge. Le problème avec les personnes qui souffrent de la drépanocytose, c'est que leur prise en charge est très coûteuse. Ce sont des personnes qui doivent être suivies régulièrement, qui doivent être checkées régulièrement, et ils ont certains produits qu'ils doivent prendre. Alors, en fonction de la condition de vie et du milieu où ils vivent, l'espérance dépend en tout cas de cela. Donc, on ne sait pas donner un chiffre universel. D'accord, merci docteur. Je vous ai entendu tantôt dire que vous êtes contre les couples ou carrément les mariages de personnes AS. Mais est-ce que c'est suffisant pour lutter contre le
drépanocytose ou carrément il y a des mécanismes que vous, spécialistes dans ces domaines, vous avez mis en place pour lutter totalement contre ces cas? Bon, jusqu'à aujourd'hui, la drépanocytose n'est pas encore curable. Il n'y a pas encore un traitement définitif pour guérir de cette maladie-là. Ce qu'on fait au stade actuel, c'est qu'il y a des traitements préventifs pour prévenir, pour éviter justement qu'on tombe malade. Et lorsqu'on est malade, il y a des traitements pour apaiser en fait les symptômes et pour réguler un peu la situation du malade. C'est vrai qu'avec les avancées technologiques, il y a des essais cliniques qui donnent un peu de l'espoir, notamment la greffe de la moelle osseuse, ainsi de suite. Mais ce sont encore à des niveaux des essais, ce n'est pas encore confirmé. Peut-être dans les années à venir, on peut arriver à trouver un traitement curatif. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de traitement curatif. D'où on préfère insister sur la prévention pour éviter d'arriver à cela. Ok, docteur, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Tantôt, vous venez de nous parler de l'hémoglobine. Oui. Hémoglobine ASSS. Et d'autre part, on nous parle de groupe sanguin. Est-ce qu'il y a une différence entre groupe sanguin et hémoglobine? Parce que moi, je suis pas domaine, je ne comprends pas tout. D'accord. Là, je pense que c'est même une très bonne question. Parce que justement, beaucoup de gens confondent cela. On pense que quand on est du groupe sanguin O, par exemple, on ne peut pas être porteur de l'anémie SS. Alors qu'effectivement, il y a une grande différence entre les deux. Lorsqu'on parle du groupe sanguin, on fait allusion à l'antigène en fait, qui se trouve au niveau de la surface du globule rouge. Parce que comme je l'ai dit tantôt, dans le sang, il y a différentes cellules. Globules blancs, plaquettes et les globules rouges. Et dans les globules rouges, lorsqu'on parle de groupage sanguin, on identifie l'antigène qui se trouve sur la surface du globule rouge. Et en fonction de l'antigène, c'est ce qui donne le groupage sanguin. Quand tu as un antigène A, tu seras du groupe A. Quand tu as un antigène B, tu seras du groupe B. Quand tu as un antigène AB, tu seras du groupe AB. Et quand tu n'en as pas, tu seras du groupe O. Ça, c'est par rapport au groupage sanguin. Alors que l'électrophorèse, comme je dis, ça identifie maintenant l'intérieur, la protéine qui est à l'intérieur du globule rouge. Et c'est cette protéine qui est responsable de la fixation de l'oxygène. D'où vous comprenez avec moi que tu peux être du groupe sanguin O, c'est-à-dire la surface à l'extérieur, mais ta protéine à l'intérieur, elle est anémique, elle est S. Tu peux être du groupe sanguin AB, mais à l'intérieur, la protéine, elle est S. D'où il est important de faire le groupage sanguin et le test d'électrophorèse. Voilà, docteur, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. S'il y a un homme qui prend en mariage une femme de même groupe sanguin que lui, genre, ils sont tous des SS. Il s'est dit, voilà, les filles ne veulent pas de moi parce que je vais me chercher, je vais me trouver une femme SS qui est moi. Est-ce qu'il y aura la capacité d'avoir des enfants? D'avoir des enfants, puis d'avoir des enfants anémiques. Est-ce qu'ils seront capables de donner des enfants aussi SS ou ayant une bonne santé? Non, déjà les deux, ils sont malades. Ils sont déjà malades, donc ils ne peuvent donner que des gens malades. On prend la dernière question, parce que nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Ok, merci beaucoup, docteur. Ma question est celle de savoir, comme pour aujourd'hui, là, j'ai eu certains éclaircissements que j'ignorais. Ça, je suis vraiment reconnaissante. Mais supposons que j'étais déjà en relation avec un homme, on a déjà fait quelque chose à 2 ans en relation, on n'a pas encore donné naissance à un couple de genre, on n'a pas encore donné naissance, et suite à cette émission, on part s'examiner. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il faut attendre les résultats, parce qu'on ne sait pas quels sont les résultats. Non, ma question est celle de savoir. Oui, après l'examen. Après l'examen, nous sommes tous anémiques. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on a déjà fait 2 ans en couple, mais on n'a pas des enfants. D'accord. Ce qu'il faudrait comprendre ici quand même, c'est vrai que les gens insistent beaucoup plus sur les sentiments, sur l'amour, on s'aime déjà, on a pris du temps et tout. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on a un enfant qui est anémique, c'est vraiment une très grande charge. D'abord, en termes du coût, comme j'ai dit, ça coûte beaucoup la prise en charge d'un enfant anémique. Mais aussi même en termes du mental. C'est-à-dire, tu ne seras plus à l'aise. Même quand tu vas travailler, tu te dis, à tout moment, on peut m'appeler parce que ma fille ou bien mon fils a fait une crise à l'école. À tout moment, tu peux être là, t'inquiéter
si l'enfant sort, surtout si elle n'a pas un tuteur à côté, tu ne seras pas à l'aise. Parce que l'enfant anémique peut faire de crise à tout moment. Et en fonction des saisons, notamment quand il fait froid, quand il fait très chaud, c'est très compliqué. Donc, le problème n'est pas seulement par rapport à vous deux, mais même toi, la maman, ou toi, le papa, tu ne seras pas à l'aise étant toi-même. Donc, vous voyez qu'il y a le coût de l'argent qui va peser, il y a le mental qui va peser, et cela peut jouer aussi sur le couple. Parce qu'en se regardant, à un moment, c'est à cause de toi que cet enfant est venu. C'est parce que j'étais avec toi, si j'avais pris une autre personne, et ceci, cela. Et généralement, ces genres de couples, ils finissent par se séparer. D'où que vous avez fait 1 année, 2 ans ou 5 ans, si vous n'êtes pas encore marié, et que vous avez ces résultats-là, en tout cas, faites-vous un gros câlin et séparez-vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette thématique où on parle du test d'électrophoreuse, et à quel moment? Pour les jeunes qui ne sont pas encore officiellement en couple, mais aussi pour ceux qui sont déjà en couple, mais qui se retrouvent dans ce cas. D'accord. Moi, je pense que déjà, il faudrait comprendre que ce test-là ne doit pas être fait lorsqu'on est à la veille du mariage. Moi, je pense que c'est déjà une erreur. On devrait normalement avoir cette habitude-là. De même qu'on connaît son groupe sanguin, je pense que tout un chacun devrait faire cet effort-là, dès aujourd'hui d'ailleurs, en nous suivant, de connaître son statut d'hémoglobine. Parce que vous comprenez avec moi que si plus tu le connais tôt, moins ça t'expose à certaines choses. Et pour ceux qui s'apprêtent à s'engager, je pense que ça doit être une priorité. Demander à son partenaire ou à sa partenaire de connaître son état pour éviter les problèmes. Et pour ceux qui sont déjà ensemble mais qui ne sont pas encore mariés, je pense qu'il est temps de faire le test et puis après d'être conséquent. Merci, on a suivi l'émission où on a parlé du test électrophoreuse, idéal à quel moment. Il serait mieux, comme le docteur l'a si bien dit, de connaître son état avant toute chose. Mariage ou pas mariage, son état vaut mieux que tout. Je vous dis au revoir et à très bientôt.